Donc, on procède par l'hypnose pour faire en sorte que vous puissiez avoir accès à ces zones de votre cerveau dont vous n'avez pas conscience là, pour vous rappeler de certaines scènes que votre cerveau a jugé utile de ne plus mettre cela à votre disposition de façon permanente. Ce qui fait en sorte que quand je pose la question, qu'est-ce que vous faisiez le 3 octobre, qu'est-ce que vous faisiez le 2 mai, mais vous ne vous rappelez plus parce qu'il n'y a aucun élément émotionnel qui correspond à cette date-là chez vous. Parce que pour que le cerveau stocke une information dans la partie consciente, il faut qu'il y ait un fort élément émotionnel qui corresponde à cette scène-là pour que le cerveau juge utile de faire en sorte que vous ayez conscience de cela de façon permanente. C'est pour ça que vous n'oubliez pas la première grossesse. C'est pour ça que vous n'allez pas oublier le jour de votre mariage. C'est pour ça que le jour de votre anniversaire, vous l'oubliez presque jamais. C'est pour ça que si vous êtes victime d'un accident, vous allez vous rappeler de ça toute la vie. Avec tous les détails. Vous pouvez même décrire la personne qui vous a agressé. Mais si on vous demande ce que vous avez fait hier à 4 heures, c'est flou. Parce qu'il n'y a aucune émotion importante qui a été liée à cette scène-là. Et le cerveau a jugé utile de ne pas stocker ça dans la partie consciente. Mais vous pouvez accéder à ça avec beaucoup d'exercices, avec de l'hypnose, mais ce n'est plus disponible de façon permanente. Ce qui fait que quand vous prenez la parole en public, l'objectif c'est quoi? C'est de marquer l'auditoire. L'objectif c'est d'être inoubliable. L'objectif, c'est de faire en sorte que quand vous vous asseyez, on ait envie que vous remontiez devant encore nous expliquer ce que vous avez fait. L'objectif, c'est que dans 10 ans, quelqu'un se rappelle que j'étais quelque part, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a parlé avec tellement d'éloquence, avec tellement de pertinence, avec tellement d'émotion, que moi-même, je me suis senti concerné par son projet. Et j'avais envie, même sans les moyens que je n'ai pas, de contribuer d'une manière quelconque, même de façon physique, même de façon sociale, à ce que son projet se réalise, parce que tellement ça me marquait. Et le seul élément qui puisse faire en sorte que ça marque les gens, c'est la capacité de pouvoir générer des émotions lorsque vous vous exprimez. Et pour générer des émotions, l'un des moyens les plus pertinents, c'est en racontant une histoire. Parce qu'il y a des études qui ont montré que les Africains, surtout d'Afrique subsaharienne, ont un cerveau qui est beaucoup plus calibré à comprendre des notions qui sont basées sur des récits. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. De tout mon parcours secondaire, je n'ai jamais lu une œuvre littéraire au programme jusqu'à la fin. Jamais. Jamais. Je ne pense même pas que je suis arrivé au milieu. Jamais. Il y a aussi une phrase, et je suis toujours en train de chercher l'auteur de cette phrase pour lui mettre une balle dans la tête, qui dit que les Africains n'aiment pas lire. C'est une débilité. C'est une stupidité en fait. Parce que ce sont des concepts subliminaux qu'on incruste dans notre manière de penser pour que ça devienne des faits. Parce qu'on l'a vu hier, toute information que vous recevez, ça crée des connexions de neurones dans votre cerveau, qu'on appelle des synapses. Plus on amplifie ces connaissances, plus on amplifie cette information, et plus ça devient un automatisme. Et que si on vous rappelle tous les jours que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez dans un livre, les noirs n'aiment pas lire, etc., à force de marteler ça, ça fait que quand vous voyez un texte sur Facebook où on met cliquez ici pour lire la suite, vous passez seulement. Et que ça ne sert à rien. Moi, je n'aime pas lire. Les noirs n'aiment pas lire. Il faut faire regarder les photos. Par contre, il y a un style de texte que les gens lisent avec passion. Moi, quand j'ai fini mes études au secondaire, après le bac, j'ai eu à lire, je ne sais pas exactement le nombre, mais c'est plus de 100 livres jusqu'à la fin. Bon, qu'est-ce qui explique maintenant que je sois capable de lire des livres jusqu'à la fin? Ça veut dire que je n'aimais pas lire? Non. Ça veut juste dire que ce qu'on me proposait comme lecture ne correspondait pas à mon mécanisme de compréhension. Ça ne correspondait pas suffisamment au mécanisme qu'il faut mettre sur pied pour susciter mon attention. Et surtout, ça ne correspondait pas à mes centres d'intérêt. Quand on venait me raconter une saison blanche, on m'en fout en descend, ça ne sert à rien. André Brune est monté, descendu, les gens, le dernier jour d'un collègue, il ne sert à rien. Par contre, après, j'ai trouvé des choses qui correspondaient à ce que j'aime. Je lisais jusqu'à prendre les références. C'est-à-dire, tu finis de lire un livre, tu prends les références, tu prends chacune des références, tu vas lire encore chacune des références. Parce que tu veux en savoir plus. Comme les élèves qui finissent le cours en classe, ils ont déjà fait tous les exercices, ils disent que non, c'est petit, il faut encore que je fasse d'autres. Il va sur le net, il télécharge les exercices, même qu'on n'a pas donné, il télécharge les exercices d'autres classes. Parce qu'il est passionné par ça.
Par contre, moi, quand j'avais envie de dormir à l'internat, parce que j'ai fait l'internat au lycée classique de Bolova, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon livre de littérature ou de langue. Parce que quand je ne trouvais pas le sommeil, c'était le meilleur moyen de dormir. Prends mon livre de langue et puis quelques minutes, je dors déjà. Ou le livre d'anglais. Ceci pour dire que lorsque vous prenez la parole en public, le storytelling permet de construire une histoire qui va vous permettre de faire en sorte que l'auditoire s'identifie déjà à cette histoire et de marquer et de générer des émotions. Les émotions, il y en a plusieurs. Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être le dédain, ça peut être une compilation d'émotions. Mais le but de l'histoire, c'est d'abord qu'elle soit temporaire, temporelle, qu'elle soit environnementale. Vous ne pouvez pas aller en Chine raconter une histoire de Mbalmayo. Il faudrait que les gens puissent s'identifier à cette histoire, qu'il y ait des faits d'actualité dans l'histoire que vous racontez. Je prends un exemple. Si j'ai envie de raconter, de parler peut-être de mon projet maintenant, je peux prendre un fait d'actualité. Je peux parler des élections présidentielles. Je peux parler par exemple des troubles qui se déroulent au nord-ouest et au sud-ouest. Je peux parler des éléments qui marquent. Parce que quand je prends un exemple pareil, tout le monde déjà est concerné. Et que si je décide de parler des élections maintenant, tout le monde est concerné. Que vous soyez politicien ou pas, que vous soyez dans un parti ou pas, vous êtes concerné par ça. Si je décide de parler de la crise, ce qu'on appelle la crise anglophone, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que je peux partir de là pour ressortir la problématique de mon projet afin de faire en sorte que vous compreniez que ça vous concerne, chacun de vous. Et que vous devez contribuer à ce que ce projet se réalise. Sinon, les conséquences, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. C'est comme ça qu'on construit son discours pour pouvoir générer des émotions et marquer l'auditoire. Parce que quand vous allez vous asseoir, on va oublier tous les mots que vous avez utilisés. On va oublier tout ce que vous avez eu à utiliser comme figure de style. Ce qu'on va retenir, ce sont les émotions que vous avez pu générer par le message que vous avez transmis. Et c'est en ça que le storytelling est important. Dans le storytelling, on construit l'histoire pour